Les habitants de Rotterdam sont terrifiés. Un fou sème la terreur dans la ville, mais la police soupçonne que l'agresseur est aveugle. L'attaquant ne laisse aucune trace, sauf d'étranges marques noires. Et sur les enregistrements vidéo, ne reste qu'une ombre floue. Un livreur avec une canne blanche tombe sous le soupçon, et bientôt il s'avère que les mystérieuses marques sont déjà apparues plusieurs fois. 30 juin 2023, 22h17, quartier de Zalmzicht-Flat, un quartier résidentiel typique de Rotterdam. L'étudiante de l'université Erasmus, Anouk de Bruyne, âgée de 27 ans, entre dans l'entrée du bâtiment B. L'ascenseur est hors service. Les résidents reçoivent une notification via l'application mobile VVE Live exactement à 22h06. Dans l'entrée du bâtiment, c'est le silence. Seuls des pas étouffés sur les marches de béton se font entendre. Après quelques secondes, un coup violent. L'agresseur surgit de l'obscurité et frappe Anouk avec un pied de biche sur l'épaule. Le coup est dur et précis, mais pas assez fort pour tuer. La jeune fille tombe et son sac disparaît avec le criminel inconnu. Après 11 minutes, la police arrive. Les agents évaluent rapidement la situation. La victime est vivante, consciente et peut faire des déclarations. Elle n'avait pas vu le visage de l'agresseur. La lumière dans l'escalier était trop faible pour distinguer les détails. Anouk n'avait entendu que des pas silencieux avant l'attaque et le froissement de tissu. Les agents de police documentent la seule preuve claire. 3 étranges marques noires profondes et allongées sur le sol en béton. Des traces similaires avaient déjà été découvertes auparavant, 6 semaines avant cet incident, lors d'un vol similaire dans un quartier voisin. À ce moment-là, la victime n'avait pas pu non plus décrire l'agresseur, mais les marques correspondaient parfaitement. Les caméras de surveillance dans le cadre du programme municipal Rotterdam Veilig Stad 2023 n'enregistrent que la silhouette thermique de l'agresseur. Aucune caractéristique claire d'apparence ou de vêtements, seulement une ombre floue qui est apparue et a disparu en quelques secondes. Les agents interrogent les résidents. Des déclarations ressortent un détail suspect. Dans la zone, on voit fréquemment un livreur nommé Mario Sfi qui travaille pour l'entreprise Glovo. Il livre régulièrement des commandes dans ce quartier. Les voisins remarquent sa canne blanche, cependant personne n'a remarqué chez lui des signes évidents de handicap. Le premier soupçon se porte sur Mario 5. Le lendemain, les voisins signalent à la police qu'ils l'ont vu avec un sac à main de femme qui ressemble à celui qu'Anouk a perdu. Les agents mettent Mario sous surveillance, mais il n'y a pas encore de preuves directes. De plus, une autre ligne d'enquête apparaît. Dans l'entrée voisine A, un homme inconnu s'est installé via Airbnb. Personne ne connaît son nom. Son identité est vérifiée. La police remarque une coïncidence. Juste après son apparition dans la maison, des pannes d'ascenseur ont commencé à se produire. Mais un jour après l'attaque, arrive une nouvelle information du laboratoire de criminalistique KLPD. Les étranges marques noires proviennent de caoutchouc avec la composition spéciale Type Tech R16. Ce type de caoutchouc est extrêmement rare. Seulement 26 commandes dans tout le pays au cours des 2 dernières années, dont 6 dans la région de Rotterdam. Le cercle des suspects se réduit drastiquement. Les enquêteurs comprennent que l'agresseur sélectionne probablement soigneusement des endroits où l'ascenseur ne fonctionne pas pour limiter les voies d'évasion et compliquer la poursuite, où il met lui-même l'ascenseur hors service, éliminant ainsi le contrôle technique du bâtiment. À ce moment, Mario Fi et l'invité Airbnb deviennent les principaux suspects. Les policiers enquêtent sur leur routine quotidienne, leurs itinéraires et leurs emplacements précédents. Mais la fausse piste concernant le sac à main vu avec Mario est fermée. La police détermine que le sac vu par les voisins appartient à sa petite amie et n'a aucun rapport avec le vol. Les enquêtes traînent en longueur. La police essaie de prédire le prochain mouvement du criminel comme dans une partie d'échecs complexe. Toutes les informations pointent vers une chose. Le malfaiteur est inhabituel. Ses actions sont précises, professionnelles et étrangement rationnelles, bien que la sélection des cibles semble presque aléatoire.
La police n'informe pas encore le public que TipTech R16 est l'embout en caoutchouc d'une canne spéciale. Cette information est gardée secrète de la presse et du public, pour ne pas causer de panique et ne pas affecter les mesures opérationnelles. Le soupçon que le criminel soit possiblement complètement ou partiellement aveugle semble absurde. Mais les faits pointent obstinément exactement dans cette direction. Les enquêtes continuent. En jeu se trouve la sécurité des résidents de l'un des quartiers les plus tranquilles de Rotterdam, qui est soudainement devenu la cible d'un criminel inconnu, dont la stratégie a déjà confondu des détectives expérimentés. Le protocole GPS de l'application Glovo montre une fenêtre vide de 18 minutes de durée dans les environs immédiats du Zalmzichtflat. Cette fenêtre coïncide exactement avec le moment de l'attaque sur Anouk de Bruyn. Les policiers examinent soigneusement les protocoles de mouvement de Mario Sainte pour la soirée du 30 juin. L'itinéraire du livreur est clairement documenté, des dizaines d'adresses, des heures d'arrivée exactes. Tout sauf une période de temps. Pendant exactement 18 minutes, le GPS de Mario n'émet pas de signaux, comme s'il avait simplement disparu de la carte et était réapparu après un certain temps, en route vers le client suivant. La police détermine, directement après l'attaque, exactement à 22h21, Mario a livré une commande dans la rue Tegenover de Zalmplaat. Le client fournit une vidéo de la caméra de porte Doorbell qui est synchronisée avec le serveur de temps international. La caméra documente clairement « Mario arrive à la porte sans canne et se déplace de manière sûre et calme ». Les enquêteurs se demandent pourquoi Mario, qui avait récemment été vu avec une canne blanche, sur cet enregistrement marche librement, sans avoir besoin d'aucun dispositif d'aide. Une vérification supplémentaire confirme « Mario n'a acheté la canne que le 4 juillet, c'est-à-dire déjà après l'attaque ». Cela prouve un reçu saisi dans une pharmacie du centre de Rotterdam. L'authenticité du reçu est confirmée. Les enquêteurs convoquent Mario pour interrogatoire au commissariat de Rotterdam. La conversation se déroule de manière formelle et tendue, sans émotion superflue. Les policiers posent une question claire sur la raison de l'achat de la canne. Mario explique calmement et avec assurance qu'il a récemment subi une blessure, une entorse du genou. La canne est nécessaire pour faciliter la marche et réduire la charge sur la jambe blessée. Il étaye ces mots avec un certificat médical émis par un médecin le 6 juillet, 2 jours après l'achat. Cependant, quelque chose dans la version de Mario ne concorde pas. Les policiers vérifient secrètement les enregistrements des caméras de rue. Sa vitesse de déplacement le soir de l'attaque était d'environ 6 km/h. Pour une personne avec une blessure grave au genou, cette vitesse semble clairement trop élevée. Des doutes surgissent. Peut-être Mario simule-t-il la blessure pour induire la police en erreur. La première impression de l'enquête penche vers la version de la simulation. Mais alors la police reçoit une autre confirmation qui fait douter de cette supposition. Mario accepte de se soumettre à une évaluation supplémentaire, au cours de laquelle des spécialistes examinent des vidéos et des paramètres physiques de son mouvement. L'expertise s'avère inattendue. Bien qu'une entorse du genou puisse affecter la vitesse de marche, un mouvement rapide de courte durée reste possible sous certaines circonstances, surtout avec de l'adrénaline ou avec une blessure légère. Il n'y a pas de preuve directe que Mario joue la comédie, mais les doutes persistent. À ce moment, le centre Glovo d'Amsterdam transmet à la police un protocole détaillé des mouvements du livreur avec un certificat officiel de signature numérique et un marquage de hachage SHA 256. Les experts du département informatique de la police vérifient soigneusement les données et confirment leur authenticité. Aucune trace de falsification n'a été trouvée. Cela signifie que Mario était effectivement sur son itinéraire de travail et son mouvement aux heures indiquées est confirmé par l'entreprise elle-même. Des doutes persistent, mais techniquement, tout est propre. Pendant ce temps, une autre ligne d'enquête liée à l'hôte mystérieux d'Airbnb est définitivement fermée. La police reçoit un tampon de passeport et des enregistrements des caméras de l'aéroport de Schiphol qui montrent clairement que l'hôte est parti avec le vol KL 896 à 21h05
soit plus d'1 heure avant l'attaque sur Anouk de Bruyne. La piste de l'hôte Airbnb disparaît définitivement. Mario reste le seul suspect notable, mais il n'y a encore aucune preuve directe contre lui. L'attention de la police se déplace à nouveau vers la preuve clé, les embouts en caoutchouc Type-Tech R16, dont il n'y avait que 6 propriétaires dans la région de Rotterdam. Les officiers commencent à vérifier toutes les adresses et identités des acheteurs. Ils sont sûrs que précisément le propriétaire de l'un de ces embouts est leur criminel. Pour l'instant, Mario reste sous surveillance étroite, bien que sa culpabilité ne soit formellement pas prouvée. À ce stade, l'enquête arrive dans une impasse. D'un côté, il y a des faits et des technologies qui confirment l'innocence de Mario. De l'autre côté, d'étranges coïncidences et le comportement du livreur éveillent de plus en plus de soupçons. L'enquête doit clarifier ces contradictions et trouver une réponse parmi ceux qui ont acheté Type-Tech R16. Les investigations continuent avec l'accent sur le prochain suspect qui se cache parmi les propriétaires restants du caoutchouc rare. Dans la deuxième attaque, il s'avère que la victime, la comptable de 46 ans Inge W, avait caché un grand découvert de 14 000 €. Les circonstances de ces opérations financières présentent, de manière inattendue, de nouvelles questions à l'enquête. La police examine en détail le relevé de compte ING Bank d'Inge. 3 retraits d'espèces effectués exactement le jour de l'attaque, le 18 mars, attirent l'attention. Chaque retrait était uniforme et important. La somme totale correspond à sa dette de compte actuelle. La fille d'Inge révèle lors de l'interrogatoire un détail important. Sa mère avait eu un conflit prolongé avec un voisin de l'entrée A. Ce voisin fut décrit comme un homme âgé, aux cheveux gris, qui utilisait constamment une canne blanche. Le fait qu'il soit membre de la commission de révision de la maison, qui s'occupe de vérifier les rapports financiers des résidents et les dépenses d'administration de la maison, mérite une attention particulière. La vérification dans le registre d'administration de la maison donne rapidement un nom, Peter Van Dahl. Il est effectivement membre de la commission de révision et habite exactement dans l'entrée A, directement à côté du lieu de l'attaque. Les détectives mènent une série d'entretiens courts avec les résidents des entrées A et B. La plupart des voisins confirment que l'homme aux cheveux gris de l'entrée A marche effectivement constamment avec une canne blanche. À la question précise de l'enquête sur ces conflits remarqués avec d'autres résidents, les voisins répondent par l'affirmative, bien qu'ils ne partagent pas les détails de ces conflits. Plusieurs témoins signalent séparément que l'homme se trouvait souvent près du placard technique qui relie les 2 entrées. Cet endroit n'est normalement pas utilisé par les résidents et est destiné exclusivement aux services communaux. À ce moment, l'enquête admet la possibilité d'une mise en scène de l'attaque par Inge elle-même. Étant donné sa situation financière et la grande somme d'argent liquide retirée le jour du crime, les détectives supposent que la comptable aurait pu mettre en scène l'attaque pour un paiement d'assurance ou pour dissimuler des problèmes financiers. Cette version nécessite cependant une confirmation. Les policiers commencent à vérifier en plus les détails de l'examen médical ainsi que les conditions d'assurance d'Inge. L'enquête change drastiquement de direction après que les experts du laboratoire de criminalistique rapportent de nouvelles preuves. Sur le sac d'Inge sont trouvées des microfibres d'un tapis rouge, identiques à celui utilisé dans l'ascenseur de l'entrée B. Exactement les mêmes fibres sont découvertes sur le pied de biche que la police avait récemment saisi dans le placard technique entre les entrées A et B. Les officiers de police vérifient rapidement l'itinéraire piétonnier à travers le placard technique qui relie les entrées A et B. La longueur de cet itinéraire est d'environ 90 mètres et se parcourt en environ 1 minute et 40 secondes. Cela signifie que l'agresseur aurait facilement pu utiliser le placard technique pour changer inaperçu entre les entrées. Le placard technique devient le centre d'une nouvelle phase d'enquête. Un groupe de cynologie est envoyé sur place. La chienne nommée Tara, spécialement entraînée pour détecter les traces biologiques, examine l'espace du placard technique et la zone environnante. Après quelques minutes de travail, le chien s'arrête devant les portes qui mènent à l'intérieur de la pièce et signale la présence d'une odeur de sang faible mais claire.
Cela devient le premier indice sérieux qui prouve que le placard technique a été utilisé exactement pendant la commission de l'attaque et que le pied de biche trouvé là est directement lié au crime. Maintenant, les détectives doivent établir les circonstances exactes sous lesquelles cette pièce a été utilisée par l'agresseur. Pour l'instant, l'enquête confirme que la version de la mise en scène du crime perd de la force en raison de preuves objectives. Mais les détectives ne peuvent pas encore exclure complètement cette version. Pendant ce temps, Mario Fin reste en marge de l'enquête, mais n'est pas complètement exclu. La police continue la surveillance discrète sans rendre publiques ses actions et suspicions. L'accent principal est maintenant sur la clarification du rôle du voisin de la commission de révision et l'utilisation du placard technique. L'enquête s'approche étroitement des faits clés qui peuvent bientôt révéler le tableau complet des événements. Le laboratoire de criminalistique KLPD termine l'évaluation. Il est maintenant connu que l'embout mystérieux TipTech R16 est une partie d'une canne orthopédique et le degré de son usure témoigne de 9 mois d'utilisation active. Sur 6 commandes de ce caoutchouc rare passées à Rotterdam l'année dernière, une pointe directement vers la maison Zalmzicht-Flat, entrée A, appartement numéro 401. La police établit que la commande a été passée par une personne nommée Peter Van Daal. Les documents indiquent la date d'achat, 2 décembre 2022. Ce nom est connu des détectives. Le même voisin aux cheveux gris de l'entrée A, membre de la commission de révision de la maison. Son téléphone portable recevait régulièrement des notifications sur chaque panne d'ascenseur dans le bâtiment. La confirmation de ce fait est venue par une demande officielle du procureur avec la signature du procureur B. Van Leeuwen. Les enquêteurs vérifia parallèlement les opérations financières de Peter Van Daal. Via le site web populaire Marktplaats, la police établit qu'il a vendu 7 smartphones au cours des 6 derniers mois. Ces affaires lui ont rapporté au total environ 4 500 €. Les smartphones ont été vendus sans documents et emballage d'origine, ce qui a éveillé des soupçons supplémentaires chez les détectives. L'origine de ces appareils reste peu claire pour l'instant. Pendant ce temps, la police lève complètement les soupçons contre le livreur Mario Sink. L'évaluation de l'embout de sa canne établit que le modèle stand-up classique ne correspond absolument pas à la TipTech R16 trouvée sur la scène de crime. L'authenticité des données GPS et des enregistrements vidéo des caméras des clients est également définitivement confirmée, ce qui exclut sa participation au crime. Mario Fay cesse officiellement d'être suspect. Après avoir reçu l'autorisation officielle, la police commence une perquisition dans l'appartement numéro 401 à l'entrée A, où vit Peter Van Daal. Au cours de l'investigation minutieuse des pièces, les officiers de police trouvent plusieurs preuves clés. Dans les armoires sont soigneusement cachés 9 sacs à main de femmes. Tous les sacs sont en excellent état, appartenaient à différentes femmes et ont été manifestement gardés ici pendant longtemps. Derrière un mur est découvert un pied de biche. Il était soigneusement enveloppé dans du plastique, mais des traces de sang sont clairement conservées dessus. L'examen confirme que le sang appartient à la 3e victime, dont l'identité avait déjà été établie par l'enquête. À côté se trouvait une canne orthopédique. Dans la partie inférieure de la canne se trouve une pointe très usée. Les experts confirment que c'est exactement cette rare TipTech R16 dont les traces avaient été documentées par la police sur les lieux des attaques. Son degré d'usure correspond aux résultats de laboratoire. Ainsi, les découvertes dans l'appartement de Peter Van Daal permettent aux enquêteurs d'affirmer avec une certitude absolue que c'est exactement lui qui était impliqué dans la série d'attaques dans l'immeuble Zalmzicht-Flat. Maintenant, il est évident pour la police que le criminel était le voisin, que les résidents ne connaissaient que comme un membre âgé de la commission de révision. Mais le motif et les détails de comment exactement il sélectionnait ses victimes et pourquoi il observait si attentivement le fonctionnement de l'ascenseur restent une énigme que l'enquête doit encore résoudre. Maintenant, la police révèle définitivement l'identité du soi-disant voisin aux cheveux gris. Dans l'affaire apparaît officiellement un nom, Peter Van Daal. L'attention principale de l'enquête se déplace vers la clarification des motifs de ses actions
et comment il pouvait s'orienter si précisément sur la scène de crime, malgré les problèmes de vision supposés. Il reste encore aux enquêteurs à répondre à la question principale. Pourquoi avait-il besoin de l'argent et des sacs à main de femmes? Les détails de l'épisode de décembre 2022 restent également inconnus. L'enquête continue et la police est déjà très proche de reconstruire le tableau complet de ces crimes. Après 8 mois d'enquête, le tribunal annonce le tableau complet de la série d'attaques dans l'immeuble Zalmzicht-Flat. Comme criminel se révèle Peter Van Dahl, de 54 ans, un ancien comptable partiellement aveugle. Sa carrière s'est terminée de façon inattendue après une détérioration de la vision, ce qui lui a fait perdre son emploi et l'a laissé avec une grande dette hypothécaire de 48 000 €. À partir de ce moment, sa vie s'est transformée en une lutte financière constante, qui l'a obligé à chercher des moyens illégaux de rembourser les dettes. La police a établi que Van Dahl, en tant que membre de la commission de révision de l'administration de l'immeuble, utilisait les notifications push officielles sur les pannes techniques de l'ascenseur. Cela lui permettait de connaître à l'avance le moment exact où l'ascenseur tomberait en panne. Alors, il attendait le moment approprié, montait au 4e étage et écoutait le bruit des pas dans l'escalier. Malgré sa vue faible, Van Dahl s'orientait parfaitement dans l'espace grâce à l'écho des coups de canne sur les marches en béton. Lors du dernier interrogatoire, Peter a mentionné de façon inattendue un point d'orientation supplémentaire qu'il utilisait pendant les attaques, l'odeur des vêtements humides de ses victimes, particulièrement claire par temps humide. Cependant, ce détail n'a pas été pris en compte dans la procédure judiciaire, car il n'était pas soutenu par des preuves et n'est pas entré dans le verdict final. Comme preuve clé a servi l'enregistrement de la silhouette thermique, fait par une caméra Bosch MIC 7100 dans le cadre du programme urbain. Les experts ont déterminé exactement la taille du criminel, 174 cm plus ou moins 2 cm, ce qui correspondait complètement à la taille de Peter Van Dahl. Aussi sur l'arme du crime, le pied de biche qui a été confisqué lors de la perquisition de l'appartement de Van Dahl, les experts du laboratoire de criminologie ont trouvé des échantillons de sang de la 3e victime, dont l'ADN correspondait complètement. Cela est devenu la preuve irréfutable de sa culpabilité. La police a confirmé que les téléphones et bijoux découverts dans les 9 sacs à main de femmes dans l'appartement de Van Dahl ont été vendus via le site d'annonce Marktplatz. De ces ventes, Peter a reçu en plus environ 7 600 € et le revenu illégal total des attaques et vols était d'environ 12 000 €. Ces fonds de Van Dahl les a dirigés vers le paiement de 3 échéances hypothécaires et a tenté de prévenir la perte de l'appartement. La salle du tribunal est bondée. La presse et les proches des victimes attendent la décision finale. Après de longues audiences, le tribunal se retire pour délibérer. Après 12 minutes tendues, les juges reviennent et annoncent le verdict. La demande du ministère public de requalifier l'accusation en tentative de meurtre est rejetée en raison de preuves directes insuffisantes de l'intention de tuer. À la place, le verdict est clair et sévère. Peter Van Dahl reçoit 16 ans de privation de liberté pour 3 épisodes de violence grave, 3 épisodes de vol avec usage de violence et un épisode de tentative de meurtre. Après l'annonce du verdict, Peter se lève silencieusement. Il est emmené par l'escorte. Il semble comme s'il ne croyait pas jusqu'à la fin à ce qui se passait. La salle se vide progressivement. Seuls restent les procureurs et enquêteurs qui emballent les matériaux de la procédure. Quand le dossier judiciaire, avec le numéro RTD ZK 247/23, se ferme définitivement, il y reste une feuille détachée. Dessus se trouve une note brève de l'enquêteur. Décembre 2022. La victime ne s'est pas adressée à la police. Email de son téléphone vendu sur Marktplatz. Cet épisode, qui est resté sans enquête officielle, est considéré jusqu'à aujourd'hui comme inachevé. L'enquête est officiellement terminée. Les autorités et le public de Rotterdam se calment en sachant que le fou aveugle ne reviendra plus dans les rues de la ville. Mais tout dans cette histoire n'a pas reçu une réponse définitive. La feuille, avec la note sur décembre 2022, reste comme rappel que dans de tels cas, il reste toujours des moments où la vérité n'a pas pénétré jusqu'au bout.
la porte de la salle du tribunal se ferme. Derrière reste l'histoire de crimes pensés et commis par un homme qui, après avoir perdu sa vision et sa stabilité, a transformé sa vie en une série d'attaques soigneusement planifiées pour rembourser des dettes. Maintenant, on sait qui et comment a commis ces crimes. Mais la compréhension complète de pourquoi une personne se décide à de telles actions reste en dehors de la décision judiciaire et des documents officiels. Un seul coup de feu le matin du 2 novembre à la ferme Bly a changé la vie de la famille en quelques secondes. Ellie G, qui n'avait que 8 ans, est morte d'un coup de carabine calibre 22 LR que son père, Travis Bly, avait laissé dans la maison après son retour de chasse. Comment l'arme s'est-elle retrouvée entre les mains d'une personne si jeune et qui exactement a appuyé sur la détente deviendra l'énigme centrale de cette enquête. Travis est rentré de la chasse vers 7 heures du matin. Il a laissé la carabine dans le salon, sans la ranger dans le coffre-fort et sans s'assurer qu'il n'y avait pas de cartouches à l'intérieur. Les policiers, arrivés 15 minutes après l'incident, ont trouvé l'arme déjà sans cartouches dans la chambre. Les munitions ont été découvertes plus tard dans la voiture de Travis, posées séparément dans le porte-gobelet du pick-up. Ceci a été confirmé par les caméras portées par les officiers. Les criminalistiques ont relevé sur le pontet de la carabine des empreintes digitales distinctes de petite taille. Les empreintes appartenaient clairement à quelqu'un de beaucoup plus jeune que les membres adultes de la famille. Le premier sur lequel les enquêteurs ont porté leur attention fut Travis Bly. Ce sont précisément ses actions et sa négligence qui ont créé les conditions de la tragédie. Une arme non chargée mais accessible constitue une violation évidente de la loi sur le stockage sécurisé des armes à feu. La police s'est également intéressée à la mère d'Ellie, Lisa G. Au moment du coup de feu, elle se trouvait non loin, dans la cuisine d'été. Malgré ses assurances qu'elle n'avait pas vu le moment de l'incident, son rôle dans ce qui s'était passé restait encore à vérifier minutieusement. Un des officiers a rapidement remarqué un fusil caché derrière le barbecue, là où Lisa avait l'habitude de s'affairer. Le fusil paraissait suspect, et initialement la police a supposé que cela pourrait être l'arme même avec laquelle le coup de feu avait été tiré. Cependant, quelques heures plus tard, cette piste a été abandonnée. L'expertise réalisée par le médecin légiste a montré un orifice d'entrée net d'une balle de calibre 22 LR. Le fusil trouvé derrière le barbecue était pneumatique et ne pouvait pas utiliser une telle cartouche. Ainsi, l'enquête est revenue à la carabine. Les empreintes digitales et les cartouches éparpillées ne formaient pas encore un tableau clair. Mais il était évident que la réponse résidait précisément dans les détails liés aux événements matinaux chez la famille Bly. Comment Travis Bly, chasseur avec de nombreuses années d'expérience, a-t-il pu laisser la carabine non démontée et accessible à quiconque se trouvait dans la maison? Après l'examen initial de la scène de crime, les policiers ont invité Travis Bly au commissariat. Il était environ 15 heures et son interrogatoire a commencé. À ce moment-là, Travis ne semblait pas effrayé ou agité, plutôt désorienté et fatigué. Il s'est calmement assis à la table, a posé sa casquette devant lui et, les mains jointes, attendait les questions de l'enquêteur. Le détective Edwards a commencé par la question évidente. Pourquoi l'arme n'était-elle pas dans le coffre-fort? La réponse de Travis a été claire, mais n'a pas entièrement convaincu l'enquête. Il a déclaré qu'il était pressé et avait simplement oublié de démonter la carabine, expliquant cela par la nécessité de s'occuper immédiatement de la ferme. Selon Travis, après son retour de chasse, il avait remarqué des moutons qui s'étaient rassemblés près de l'abreuvoir, mais l'eau n'arrivait pas. Travis comprenait que s'il ne réparait pas rapidement cela, les animaux pourraient en souffrir. Il a couru dehors, laissant l'arme sur le canapé. Cependant, dans son récit demeurait une étrangeté qui a particulièrement attiré l'attention de l'enquête. Travis, homme avec une solide expérience de chasseur, n'avait pour quelque raison pas retiré la culasse. C'est une action standard et simple pour tout propriétaire d'armes, surtout après un retour de chasse. Pourquoi un tireur expérimenté laisserait-il l'arme entièrement prête au tir? Un des détails clés de l'histoire fut le récit du voisin de la ferme, qui avait vu Travis vers 7h50.
Le voisin a confirmé que Travis semblait agité, marchait rapidement et ajustait nerveusement sa veste, manifestement pressé de s'occuper de l'abreuvoir. Cela confirmait l'explication initiale de Travis sur ses actions urgentes du matin. Cependant, le rapport de police mentionnait encore une observation importante, des traces de graisse fraîche sur la culasse de l'arme. Cela ne ressemblait pas à un ancien entretien de l'arme. La carabine avait été récemment graissée, littéralement depuis quelques jours. Mais l'expertise de laboratoire ne pouvait commencer que 2 jours plus tard, le 4 novembre. Jusque-là, l'enquête devait attendre. L'enquêteur a continué à demander des confirmations du lieu où il se trouvait au moment du coup de feu. Travis a répondu sans hésitation qu'à ce moment-là, il s'occupait de réparer le compresseur dans le hangar. En confirmation, il a fourni des vêtements sur lesquels l'enquêteur a immédiatement remarqué des taches d'huile technique. Les échantillons ont rapidement été envoyés pour expertise. 1 heure plus tard, est arrivée la conclusion. L'huile de la veste correspondait parfaitement à l'huile utilisée pour le fonctionnement du compresseur. Cela confirmait partiellement les paroles de Travis sur sa localisation au moment de l'événement. Mais même avec un alibi confirmé, l'enquête n'abandonnait pas la question principale. Pourquoi un chasseur expérimenté avait-il tout de même commis une telle négligence impardonnable avec l'arme ? Les détectives ont soupçonné que Travis aurait pu utiliser la précipitation et la situation avec l'abreuvoir comme prétexte commode. La vérification de l'emploi du temps de la famille a révélé que Travis ce matin-là avait prévu un voyage chez le fournisseur d'aliments exactement à 9 heures. Cette information a été confirmée par le gérant du magasin qui a précisé que Travis devait venir chercher un grand lot d'aliments. Un tel voyage n'était manifestement pas spontané et nécessitait une préparation préalable. Cependant, les policiers, après vérification des enregistrements des conversations téléphoniques, ont établi que Travis avait prévenu à l'avance le fournisseur d'un possible retard à cause de problèmes à la ferme. Ainsi, la version selon laquelle Travis aurait soi-disant inventé la précipitation pour justifier sa propre négligence a commencé à paraître moins convaincante, mais pas complètement. Un moment décisif important fut l'information découverte dans le téléphone de Travis. Exactement à 7h40, quelques minutes avant que le voisin ne le voie se précipitant dans la cour, Travis avait reçu un message de sa mère. Dans le texte du message se trouvait la phrase « N'oublie pas les cartouches dans la boîte à gants ». Ce court message changeait substantiellement la perception des événements du matin. L'enquête s'est immédiatement intéressée à la raison pour laquelle Travis n'avait pas mentionné ce détail et pourquoi les cartouches se trouvaient non pas dans la boîte à gants, mais dans le porte-gobelet de sa voiture, dans une autre partie du véhicule. Pourquoi la famille a-t-elle caché l'existence de l'assurance sur Ellie et pourquoi cette information a-t-elle si rapidement fait surface? Le matin du 3 novembre, à la ferme Bly, a commencé par le fait que l'attention du public et des journalistes s'est déplacée du père vers la mère. Lisa G., qui jusqu'alors était restée en arrière-plan, s'est soudainement retrouvée au centre de l'attention publique. Le motif fut une information qui avait filtré dans la presse concernant une police d'assurance cachée au nom d'Ellie. Lisa, toute la journée précédente, avait soigneusement évité de communiquer avec les journalistes. Elle répétait constamment que sa famille était devenue victime d'un accident et que toute supposition sur d'autres versions était simplement inacceptable. Mais maintenant, quand les journalistes avaient déterré le document financier, tout était devenu beaucoup plus compliqué. La police d'assurance d'un montant de 30 000 $ australiens avait été souscrite 2 ans plus tôt, en 2022. Cependant, Lisa elle-même niait initialement son existence. Quand les officiers avaient d'abord demandé l'existence d'un tel document, la femme avait répondu brièvement mais fermement qu'il n'avait jamais souscrit aucun versement d'assurance. Cependant, déjà vers midi le 3 novembre, la police a reçu une confirmation officielle de la compagnie d'assurance que cette police existait réellement. Son souscripteur s'était avéré être le père de Lisa, George Carter, le grand-père d'Ellie. Carter vivait dans un autre État et venait rarement à la ferme. Il avait souscrit la police en cadeau à sa petite fille, sans en informer le public. Maintenant que l'information était devenue publique, il s'est empressé de se distancier de tout soupçon, déclarant qu'il voulait simplement assurer l'avenir d'Ellie et n'attendait aucunement un tel dénouement.
Cette confirmation de la police a forcé les enquêteurs à revenir vers Lisa et à découvrir pourquoi elle avait si catégoriquement nié son existence. Cette fois, l'explication fut plus franche. Lisa a déclaré qu'elle avait eu peur des accusations de la part du public et des médias d'enrichissement intentionnel sur ce qui s'était passé. Selon elle, la famille subissait déjà une pression et elle ne voulait pas qu'on les condamne encore plus pour un soi-disant intérêt financier caché. Lisa semblait abattue et visiblement fatiguée, mais son explication ne levait pas entièrement les questions de l'enquête. L'attention portée à l'assurance a provoqué de nombreuses spéculations parmi les habitants locaux et les journalistes. Dans une petite ville, tout nouveau détail pouvait devenir prétexte à de nombreuses rumeurs. Étant donné que Lisa n'avait pas immédiatement parlé de l'assurance, beaucoup ont soupçonné que la famille pourrait avoir eu un motif financier. C'est particulièrement activement que les journaux locaux ont commencé à en discuter, mettant l'accent sur la somme qui, pour une petite exploitation agricole, était substantielle. L'enquête a bientôt montré qu'il n'y avait eu aucun versement d'assurance encore, et la compagnie d'assurance elle-même avait déjà commencé sa propre enquête interne. Les représentants de la compagnie ont informé la police que le versement sur cette police n'était possible qu'en cas d'accident reconnu. Toute action intentionnelle ou négligence grave privait la famille du droit au fonds. Cela signifiait que le motif financier, dont tant écrivait la presse, était en réalité très douteux. Les enquêteurs ont tenté de préciser auprès de Lisa si elle comprenait à l'avance les conditions de la police d'assurance. Lisa a confirmé que son père lui avait parlé des conditions de l'assurance, mais insistait qu'elle n'avait jamais perçu cela comme une possibilité d'en tirer quelque profit. De son point de vue, l'idée même d'utiliser un tel document à de telles fins était pour elle complètement impensable. L'enquête a décidé de vérifier les paroles de Lisa et a demandé les enregistrements téléphoniques de ses conversations avec son père. La vérification a montré qu'aucune discussion concernant les conditions de la police n'avait eu lieu ces derniers mois. Cela confirmait que Lisa, probablement, ne percevait vraiment pas l'assurance comme un facteur de profit financier et disait la vérité quand elle affirmait avoir caché cette information seulement par peur de la condamnation de la société. Cependant, la presse avait déjà réussi à s'emparer du titre sensationnel. Les journaux ont commencé à répandre activement la version selon laquelle ce qui s'était passé pourrait être une mise en scène pour obtenir l'argent de l'assurance. Cette hypothèse a rapidement gagné en popularité parmi les habitants locaux, forçant l'enquête à perdre du temps à vérifier des faits qui, comme il est devenu clair plus tard, étaient complètement sans fondement. L'analyse détaillée menée par la police conjointement avec les employés de la compagnie d'assurance a montré qu'une telle mise en scène n'aurait pu apporter aucun profit à la famille. De plus, les conditions mêmes de la police excluaient clairement le versement en cas de preuve d'actions intentionnelles ou de négligence grave. Néanmoins, il a fallu beaucoup de temps pour réfuter cette fausse version et convaincre les journalistes d'arrêter de la répandre. Après la réponse officielle de la compagnie d'assurance, la situation est devenue encore plus compliquée. L'assurance a confirmé qu'elle ne verserait l'argent à la famille qu'en cas de confirmation d'un accident. En cas de révélation de toute action intentionnelle ou négligence, les versements seraient arrêtés. Cette circonstance a de nouveau forcé l'enquête à revenir aux détails techniques du coup de feu. Pour comprendre si cela pouvait être un accident, il fallait déterminer précisément les circonstances de l'appui sur la détente et la position du tireur. C'est précisément cela qui est devenu le point de départ suivant de l'enquête. Maintenant, l'enquête s'est concentrée non pas sur les motifs financiers, mais sur la technique même du tir, qui pourrait mettre un point final à toutes les hypothèses. À quelle distance se trouvait le tireur d'Ellie au moment du coup de feu et que disent les détails de la blessure? Le 5e jour de l'enquête a commencé par un document important. Le médecin légiste du Queensland a fourni le rapport numéro 21 QLD, qui est devenu l'un des clés pour comprendre les circonstances de ce qui s'était passé. Dans la conclusion, était clairement indiqué que la distance du tir n'était pas de plus de 15 mètres. Les experts ont tiré une telle conclusion en se basant sur la tache de suie nettement fixée sur les vêtements d'Ellie. L'absence de déchirure du tissu indique que la balle avait eu le temps de se stabiliser dans l'air, mais n'avait pas parcouru une distance suffisamment grande pour que sa vitesse chute de manière critique. Cela excluait la possibilité d'un tir à longue distance qui avait été considéré auparavant. Pour
Pour la précision de détermination du temps de l'événement, les criminalistiques ont utilisé la température du foie et les données météorologiques. Le résultat s'est avéré maximalement précis, le temps de l'incident, 8h12 du matin avec une marge d'erreur admissible de seulement 2 minutes. Additionnellement importante, s'est avérée l'information que le tissu adipeux autour de la blessure n'avait pas subi l'action brûlante des gaz de poudre. Cela signifiait que le coup de feu avait été tiré d'une trajectoire basse, pratiquement horizontalement. Ainsi, le tireur se trouvait probablement en position assise ou à genoux, ce qui concorde avec le niveau de position de la carabine sur le canapé, sur lequel l'avaient retrouvé les officiers arrivés. Dans le rapport était indiqué pourquoi Ellie n'avait prononcé aucun son au moment de l'incident. Ce moment préoccupait particulièrement les enquêteurs, car les membres de la famille qui se trouvaient dans la cour n'avaient entendu aucun cri. La réponse était dans la physiologie de la blessure reçue. La balle avait instantanément endommagé le poumon, provoquant son effondrement immédiat. Cela, selon l'opinion des experts, excluait la possibilité de quelques cris ou sons de douleur que ce soit. De tels détails ont significativement influencé le tableau de l'enquête. Ils soulignaient que la situation avait été très rapide et pratiquement silencieuse, excluant la possibilité d'entendre quoi que ce soit, à part le coup de feu lui-même. Cependant, l'enquête s'est de nouveau heurtée à une contradiction. Le vétéran qui vivait près de la famille Bly insistait sur le fait qu'il avait entendu 2 claquements distincts, l'un après l'autre, qui lui avaient fait sembler être des coups de feu. Cette version a immédiatement soulevé des doutes et a nécessité une vérification. Pour évaluer les témoignages du voisin, les enquêteurs ont fait appel à un expert judiciaire en phoniatrie, spécialiste des sons et de l'acoustique. L'expert a mené une analyse comparative du son d'un coup de feu de carabine calibre 22 LR et du coup de la porte d'un hangar métallique. Il est arrivé à la conclusion que pour un témoin inexpérimenté, ces sons pouvaient vraiment sembler très similaires. L'expert a indiqué que le coup métallique de la porte du hangar pouvait tout à fait créer un effet acoustique de second coup de feu. Malgré l'évidence convaincante de cet argument, les enquêteurs ont pour l'instant décidé de ne pas fermer cette ligne jusqu'à la confirmation définitive d'autres sources. À ce même moment, le groupe d'enquête a reçu un nouvel indice qui a de nouveau ramené leur attention à l'intérieur de la maison Bly. Lors du réexamen du salon, directement près du canapé, les criminalistiques ont découvert une empreinte de bottes d'enfant de petite taille, plus précisément, de pointure 31. L'empreinte s'était avérée distincte grâce à la boue séchée apportée dans la maison. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à vérifier les pointures de chaussures de tous ceux qui pouvaient se trouver dans la maison à ce moment-là. Une telle trace témoignait clairement de la présence d'encore une autre petite personne près de l'arme directement avant le coup de feu. Cependant, révéler les détails avant d'obtenir tous les résultats d'expertise, l'enquête n'a pour l'instant pas voulu le faire. Ainsi, l'enquête avait maintenant non seulement le rapport du médecin légiste fixant clairement les détails de l'incident, mais aussi une preuve matérielle sous forme d'empreintes de chaussures qui soulevait de nouveau la question de qui pouvait être près de la carabine dans les dernières secondes avant l'incident. À quoi Cooper pouvait-il imiter le matin de la tragédie et cela pouvait-il influencer ses actions? Le 7 novembre s'est avéré frais, mais clair. La maison de la grand-mère de Cooper Bly se situait à plusieurs kilomètres de la ferme, loin de l'agitation, de la presse et de la police. Après l'incident, Cooper se trouvait temporairement précisément ici, sous sa tutelle. La raison officielle était simple, pour son propre confort psychologique, mais en fait, l'enquête craignait que l'atmosphère émotionnelle à la ferme puisse gêner l'enquête objective. Les policiers ont avec une prudence particulière procédé à l'examen des gadgets qu'utilisait Cooper. Ce même jour, la tablette a été saisie. Les spécialistes en criminalistique numérique ont immédiatement commencé à vérifier l'historique de navigation. Déjà quelques heures plus tard, ils ont réussi à obtenir une information importante. Le matin de l'incident, à partir d'environ 7h30, Cooper regardait des vidéos sur YouTube Kids. C'était des vidéos de la série Farming Life Sim, dans lesquelles était tôt démontrée la chasse et le tir sur des lapins. Le visionnage a duré environ une demi-heure et pendant cette période, le garçon était absolument seul. La grand-mère qui s'occupait de Cooper était complètement sûre que son petit-fils nourrissait les poules près du hangar.
comme cela arrivait souvent le matin. Elle ne soupçonnait rien et s'occupait des affaires domestiques, ne vérifiant pas ce qui se passait exactement dans la cour. Le temps coïncidait avec la période où le garçon pouvait se retrouver près de la carabine laissée dans la maison par le père. Les psychologues qui ont été impliqués pour évaluer l'état de Cooper après ce qui s'était passé ont attentivement étudié la situation et ont donné une conclusion sans équivoque. Le spécialiste a souligné que Cooper, en raison de son âge et de son développement psychologique, ne pouvait pas pleinement réaliser les conséquences de ses actions. La notion de finalité et d'irréversibilité des conséquences était pour lui complètement abstraite. Pour le garçon, les scènes vues le matin sur la tablette pouvaient être seulement un jeu, quelque chose de lointain et d'irréel. Sa compréhension du monde était trop superficielle pour établir un parallèle entre le divertissement virtuel et les conséquences réelles. Les enquêteurs ont questionné en détail le psychologue, tentant de comprendre si Cooper pouvait avoir des motifs agressifs ou éprouver des émotions négatives envers sa sœur. Mais le spécialiste a répondu sans équivoque que c'était extrêmement improbable. Selon lui, Cooper éprouvait plutôt de la confusion et de l'incompréhension que de l'agressivité. Pendant la conversation, le garçon manifestait de la perplexité, parlait par bribes et de manière inintelligible, revenant souvent à la description de ses jeux habituels et de ses obligations quotidiennes. Dans sa conscience, la tragédie était restée quelque chose d'obscur et d'effrayant, mais non directement lié à ses actions. Néanmoins, dans la presse et les réseaux sociaux est de nouveau apparue la version d'une possible agression préméditée de la part de Cooper. Dans les journaux sont apparues des suppositions qu'il était soi-disant jaloux ou éprouvait une forte envie envers Ellie, et que ce qui s'était passé pouvait être un acte conscient. Cela a forcé la police à réagir publiquement. L'enquête a mené une conversation répétée, cette fois soigneusement enregistrée en vidéo, de Cooper avec les spécialistes. Sur cet enregistrement, on voit clairement l'enfant éprouve un profond sentiment de culpabilité et d'anxiété, mais son discours est absolument dépourvu de signes d'agressivité réfléchie. Il répète chaotiquement les mêmes phrases, se trompe souvent, se distrait et pleure. Cet enregistrement est devenu décisif dans la fermeture officielle de la fausse piste sur les motifs malveillants. La version d'action préméditée a été officiellement reconnue comme infondée et réfutée publiquement. Cependant, la nouvelle enquête que le département de la famille et de la protection sociale a lancée en parallèle a soulevé encore un autre problème important et douloureux. Il fallait maintenant décider s'il était possible à l'avenir de renvoyer Cooper dans la famille après la fin de la tutelle chez la grand-mère. Ce sujet a commencé à être activement discuté parmi les spécialistes et la communauté locale, soulevant de nouveau la question de savoir dans quelle mesure, en général, la famille Bly pouvait être considérée comme sûre pour les enfants. Les enquêteurs ne se pressaient pas encore avec des conclusions définitives et continuaient à maintenir le focus sur le plus important. Il était nécessaire de comprendre clairement de quelle manière la cartouche s'était retrouvée dans l'arme. Si Travis assurait l'avoir laissée vide, pourquoi Lisa, mère d'Ellie, se trouvant non loin du lieu de l'incident, n'a-t-elle entendu aucun son ni cri qui aurait pu l'alerter? Le 8e jour après la tragédie, l'attention des enquêteurs s'est déplacée vers l'acoustique et les particularités de l'environnement de la ferme Bly. La question clé, pourquoi Lisa J., qui était non loin du lieu de l'incident, n'a entendu ni pleurs, ni quelques sons inquiétants que ce soit. Ayant étudié en détail les témoignages de Lisa, les enquêteurs ont établi que le matin, au moment de l'événement, elle s'occupait d'affaires dans la partie arrière du terrain, où se trouve la cuisine d'été. Cet endroit est séparé de la zone de l'incident par une haute clôture en fibrociment. La police a porté une attention particulière à la construction de la clôture, qui avait une grande densité et une hauteur d'environ 2 mètres. Pour vérifier les conditions d'audibilité, l'enquête s'est adressée à un ingénieur acousticien judiciaire. L'expert a mené des tests sur le terrain directement sur le territoire de la ferme Bly le matin du 8 novembre. Il a utilisé un équipement spécial mesurant le niveau sonore en décibels. L'expérience consistait à imiter les conditions sonores de l'incident et à mesurer le niveau de bruit sur différentes parties de la cour et au-delà de la clôture. Les résultats ont été convaincants. L'expert acoustique a fixé que le vent à la vitesse de 9 km/h dirigé du lieu de l'incident vers la cuisine d'été, conjointement avec la clôture en fibrociment, étouffait substantiellement
tout son de haute fréquence. Les mesures effectuées ont montré que le son d'intensité 93 décibels, imitant le claquement du coup de feu, se transformait en 66 décibels déjà à la distance d'environ 30 mètres derrière le mur de fibrociment. Cela correspond approximativement au niveau du bruit domestique habituel qu'on peut facilement ignorer, surtout si la personne est occupée à quelque travail. Ces données expliquaient complètement pourquoi Lisa ne pouvait entendre ni pleurs, ni autres sons inquiétants du lieu de l'incident. Le médecin légiste avait auparavant confirmé l'absence de cris forts à la suite de l'endommagement instantané du poumon d'Ellie. Maintenant, il était clair que même quelques sons faibles et insignifiants ne pouvaient surmonter la barrière acoustique. Une question séparée, qui a été longtemps discutée, concernait les témoignages du voisin vétéran qui déclarait avoir entendu 2 claquements. Après une analyse détaillée, il est devenu clair que le second son pouvait avoir une nature complètement différente. L'expérience d'ingénierie menée a donné une explication à cela. Sur le territoire de la ferme, à seulement quelques mètres du hangar, se trouvait une porte métallique de silo à grains. La vérification des caméras de surveillance du silo à grains, avec une synchronisation précise du temps par protocole NTP, a montré qu'exactement à 8h13, la porte avait claqué brusquement sous l'action du vent. L'ingénieur judiciaire a confirmé que le son du coup de la porte métallique pouvait vraiment être perçu comme un second claquement, surtout par une personne sans préparation spéciale. Les témoignages de Lisa ont été mis en doute pendant une courte période après l'apparition des témoignages du voisin sur le second claquement. Mais après avoir obtenu l'enregistrement vidéo du silo à grains, les doutes sont tombés complètement. Cet enregistrement est devenu une preuve convaincante que Lisa se trouvait là où elle affirmait et n'avait aucun rapport avec le second son suspect. Cependant, la tension émotionnelle causée par les soupçons dans les médias a encore influencé pendant plusieurs jours l'état psychique de Lisa. En fin de compte, la police a officiellement publié un communiqué selon lequel les soupçons à l'égard de la mère n'étaient pas complètement infondés et fermés. Ce même jour, le laboratoire de criminalistique a envoyé de nouvelles données sur l'arme qui ont de nouveau forcé les enquêteurs à reconsidérer les circonstances de l'incident. La conclusion criminalistique indiquait que dans la chambre de la carabine se trouvait de la graisse fraîche. De plus, la graisse avait été appliquée très récemment, au maximum 1 heure avant l'incident. Ce fait était important et pouvait indiquer que l'arme avait été préparée à l'utilisation peu avant la tragédie, ce dont aucun des témoins n'avait rapporté auparavant. Les experts ont mis l'accent sur cette découverte, car la graisse fraîche ne correspondait manifestement pas aux témoignages initiaux de Travis, selon lesquels il n'avait pas vérifié la carabine après son retour de chasse. Les enquêteurs ont décidé de ne pas révéler temporairement ce fait, se concentrant sur une recherche plus minutieuse de l'état technique de la carabine. Tout ce détail sur son entretien ce jour-là pouvait substantiellement changer le cours de l'enquête. La trace de la botte d'enfant découverte près du canapé coïncidera-t-elle avec les chaussures de Cooper Bly ? 10 jours après les événements tragiques à la ferme Bly, une figure importante dans l'enquête devient le technicien criminalistique Brett O'Neill de la police du Queensland. Brett se spécialise dans les reconstructions criminalistiques précises et c'est précisément à lui qu'est confiée l'étude détaillée de la trace de botte d'enfant découverte près du canapé dans le salon de la maison de la famille Bly. La trace laissée sur le revêtement boueux près du canapé avait été fixée encore dans les premières heures de l'enquête. Maintenant, c'est O'Neill qui s'occupe de son étude. Utilisant l'équipement le plus récent, le criminalistique a soigneusement traité l'empreinte et a fabriqué son empreinte 3D de haute précision. Elle a permis de transmettre avec la plus grande précision le dessin de la semelle de la chaussure, ainsi que les plus petites particularités et défauts de la semelle laissés sur la boue. La trace, selon la conclusion experte d'O'Neill, coïncidait parfaitement avec le dessin des chaussures de marque Gumboots Kids Pointure 31. Il était important de confirmer si cette trace appartenait vraiment aux bottes de Cooper. Avec la permission de la grand-mère, tutrice de Cooper, ces chaussures ont été transmises au criminalistique pour analyse de laboratoire. Brett O'Neill a mené une expertise comparative minutieuse. Les coïncidences ont été établies sur 14 points uniques du dessin de la semelle. Ceci est considéré comme un résultat absolument convaincant en criminalistique et confirme que la trace près du canapé pouvait laisser précisément Cooper.
L'enquête, qui auparavant approchait prudemment la version que le garçon pouvait indépendamment atteindre l'arme, recevait maintenant un argument important et objectif en sa faveur. Cependant, Travis Bly, père de Cooper, a exprimé des doutes sur la possibilité physique de son fils d'atteindre la carabine posée sur le canapé. Il insistait sur le fait que la taille de Cooper, égale à 116 cm, ne permettrait pas de facilement manipuler une arme de longueur 97 cm, se trouvant à la hauteur du canapé de 51 cm. Pour éliminer ces doutes, le groupe d'enquête a organisé une reconstitution de l'événement directement dans le laboratoire criminalistique. La reconstitution a montré sans équivoque que même avec une petite taille de 116 cm, Cooper pouvait facilement atteindre la carabine s'il s'approchait tout près du canapé. Le poids même de la carabine permettait même à une petite personne de la soulever et de la diriger vers l'avant. Ce résultat a significativement affaibli la position de la défense du père et a confirmé le réalisme du fait que précisément Cooper pouvait prendre l'arme en main. Malgré le caractère convaincant des résultats, les avocats de Travis ont entrepris encore une tentative de défendre sa position. Ils ont avancé la version d'une possible présence d'une autre petite personne inconnue qui se serait soi-disant trouvée dans la maison ce matin-là. L'enquête a immédiatement réagi, vérifiant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l'école primaire locale. La vérification a été maximalement minutieuse. Les policiers ont revu les enregistrements de toutes les caméras scolaires et ont comparé les listes de présence. Les enregistrements ont clairement montré que tous les enfants potentiellement liés à la famille se trouvaient à l'école au moment du coup de feu. Ainsi, la version de la défense sur la petite personne étrangère a été définitivement rejetée comme sans fondement. Après cette fausse piste, les avocats de la famille Bly ont été forcés de reconnaître publiquement que, dans la maison au moment de la tragédie, se trouvaient seulement les membres de la famille. À la fin de la journée de travail, Brett O'Neill terminait l'examen détaillé de la carabine quand il a découvert encore un indice important. Examinant attentivement la culasse sous le microscope, le criminalistique a remarqué une petite fissure pratiquement invisible. L'expert a noté que cette fissure ne pouvait s'être formée le jour de l'incident. L'arme avait été endommagée plus tôt, approximativement 2 semaines auparavant, probablement après une chute ou un coup fort. Cette nouvelle circonstance a de nouveau forcé l'enquête à se poser la question de la manière dont Travis surveillait l'arme. Car, étant donné son expérience de chasseur, il devait régulièrement vérifier l'état de sa carabine. Officiellement, ces détails n'étaient pas encore révélés, car ils pouvaient fortement influencer la suite de l'enquête. L'apparition de la microfissure a de nouveau dirigé l'attention de l'enquête sur l'état technique de la carabine et sur les circonstances de son stockage et de son exploitation dans la maison Bly. Brett O'Neill a soigneusement documenté sa découverte, après quoi la carabine a de nouveau été placée dans un conteneur scellé pour des recherches ultérieures. Le conteneur a été livré par la route Bruce Wee du laboratoire au dépôt de police en 17 minutes, de 10h15 à 10h32. Maintenant, l'enquête obtenait encore un point important pour la suite de l'instruction, dans laquelle les détails techniques pouvaient jouer un rôle non moindre que les aspects personnels de l'affaire. Pour l'instant, la microfissure restait seulement un indice technique. Mais il était déjà évident que son origine serait une question clé des prochaines étapes de l'enquête. Tous les participants du groupe d'enquête comprenaient que plus apparaissaient de tels petits détails, plus il serait difficile de cacher toute la vérité sur les événements de ce matin-là. Le nouvel indice ne faisait que souligner que l'enquête approchait du dénouement, mais il était encore tôt pour tirer des conclusions définitives. Pourquoi Travis Bly, connaissant l'existence de la fissure sur la culasse de sa carabine, n'a-t-il pas pris de mesures pour éliminer en temps voulu ce défaut? L'enquête des événements à la ferme Bly approchait graduellement du moment clé. Au centre de l'attention se retrouvait de nouveau Travis Bly, père d'Ellie, dont les actions ressemblèrent de plus en plus non pas à une maladresse accidentelle, mais à une négligence systémique ayant mené à la tragédie. À l'audience judiciaire du 12 novembre, le parquet a présenté de nouvelles preuves qui devaient éclairer le comportement de Travis quelques jours avant l'incident. La pièce la plus significative fut la correspondance de Travis avec l'armurier local, découverte dans son messager. Dans le message du 30 octobre, Travis indiquait directement « Je passerai ces jours-ci, fissure sur la culasse ». Ceci est devenu une preuve irréfutable que Travis connaissait à l'avance le problème technique de son arme. À la question de l'enquête,
L'armurier a confirmé que Travis s'était adressé pour consultation, s'intéressait au délai et au coût de la réparation. Le maître a indiqué que le remplacement de la pièce prendrait seulement 1 jour et le coût serait d'environ 250 $ australiens. Maintenant, devant le tribunal, se posait la question clé. Pourquoi Travis n'avait pris aucune action malgré les risques évidents liés à l'état technique de l'arme? Le parquet a fourni une explication détaillée basée sur l'expertise technique de l'arme. Les experts ont confirmé que Travis avait toutes les raisons d'attendre que la fissure puisse causer des problèmes de fonctionnement de la carabine, y compris le risque de blocage soudain. Malgré cela, Travis n'avait pas apporté l'arme en réparation, ne serait-ce que pour une vérification préventive. À la place, la carabine était restée dans l'état habituel de travail, complètement assemblée et prête au tir. Le procureur a mis l'accent de l'attention du tribunal sur la négligence de Travis, soulignant que l'arme laissée sans réparation était accessible à tout membre de la famille, y compris ses plus petits représentants. Il était évident que Travis ne réalisait pas toute la gravité de la situation ou ignorait consciemment les risques, espérant que rien n'arriverait. Quand le procureur a directement posé la question pourquoi Travis n'avait pas démonté la carabine en retirant la culasse, le père d'Ellie a répondu brièvement, déclarant qu'il craignait la contamination de l'arme par la poussière et le sable, inévitables à la ferme. Travis parlait avec assurance du fait que pour lui, chasseur expérimenté, il était inacceptable de laisser l'arme ouverte, considérant qu'ainsi elle perdrait sa capacité de fonctionnement et nécessiterait une réparation plus chère. Cependant, le parquet a immédiatement noté l'inconsistance de cette justification, car la décision même de laisser la carabine dans la maison, assemblée et accessible, ne pouvait être justifiée par de simples considérations domestiques sur la poussière. Le procureur insistait sur le fait que Travis avait fait un choix conscient dans lequel le risque de tragédie augmentait significativement. À ce moment, l'avocat de Travis a tenté de proposer une explication alternative de l'origine de la fissure, déclarant que l'endommagement pouvait survenir dans le processus de saisie de l'arme par les policiers. Il a supposé que l'action mécanique pendant le transport ou la manipulation non soigneuse pouvait mener à l'apparition de la microfissure. Cependant, cette version a été rapidement vérifiée et rapidement fermée. Les enquêteurs ont présenté au tribunal une photographie de la carabine, publiée auparavant par Travis dans le groupe des chasseurs locaux sur les réseaux sociaux encore le 30 octobre. Sur cette image était distinctement visible cette même microfissure sur la culasse, bien avant les événements et l'intervention de la police. Ainsi, la version de la défense a été complètement réfutée comme inconsistante et trompeuse. L'audience a atteint son pic émotionnel quand l'expert criminalistique a expliqué en détail les conséquences de la présence de la microfissure sur la culasse de la carabine. Il a souligné que même un endommagement insignifiant pouvait mener à un blocage inattendu de l'arme, ce qui est extrêmement dangereux au moment du tir. L'expert a mis l'accent sur le fait que Travis, très probablement, réalisait pleinement les risques et reportait donc la réparation, craignant d'aggraver l'endommagement dans le processus de démontage indépendant. Selon la conclusion de l'expert, Travis craignait par ses actions de transformer une petite panne technique en problème sérieux, ce qui aurait nécessité de plus gros investissements et un arrêt prolongé de la carabine. À la place, il a préféré laisser l'arme comme elle était, faisant effectivement un choix conscient en faveur du risque, qui a finalement abouti à la tragédie. Ces conclusions ont renforcé la pression sur Travis et ont clairement formé le tableau de sa négligence. Pour le tribunal, ceci est devenu une indication claire que les actions de Travis n'étaient pas une négligence accidentelle, mais une négligence consciente ayant eu des conséquences tragiques. Dans la salle d'audience s'est installé le silence. Tous comprenaient que devant eux se déroulait l'étape finale du processus, et de ces derniers détails dépendait la décision finale du tribunal sur l'affaire Travis Bly. L'enquête et le parquet ont avec assurance amené les auditeurs à comprendre que peut-être les actions de Travis n'étaient pas tant malveillantes qu'irresponsables. Mais c'est précisément cette négligence qui a mené aux événements tragiques à la ferme. Maintenant, le tribunal devait prendre la décision finale, se basant sur toutes les preuves et faits rassemblés. L'audience judiciaire s'est terminée, mais devant restait l'acte final dans lequel devait être présenté le motif définitif des actions de Travis. Jusqu'à ce moment, l'accusation gardait l'intrigue
ayant manifestement en réserve encore un argument important qui éclairerait définitivement tout le tableau des événements tragiques à la ferme Bly. 6 mois après les événements tragiques à la ferme Bly, le tribunal de Bundaberg a finalement rendu sa décision. Travis Bly a été officiellement reconnu coupable de violation du Weapons Act 1990, paragraphe 60. Selon le verdict judiciaire, c'est précisément la négligence de Travis, son irresponsabilité dans le maniement des armes à feu, qui sont devenues la cause première de ce qui s'était passé. Le tribunal a examiné en détail chaque épisode et a reconstitué le tableau complet des événements, motifs et raisons des actes de Travis. À la base de la tragédie ne se trouvait pas tant une action malveillante qu'une chaîne entière d'erreurs grossières et de négligences franches. Travis non seulement connaissait le défaut de l'arme, mais a aussi consciemment ne pas pris de mesures pour l'éliminer, évitant les dépenses financières et l'amende administrative potentielle pour stockage d'une carabine défectueuse. Selon les matériaux de l'enquête, le tableau de ce qui s'était passé ressemblait maintenant à ceci. Tôt le matin du 2 novembre 2024, Travis Bly, revenant de la chasse, a soigneusement nettoyé la carabine. Dans le processus d'entretien, il a de nouveau porté attention à la micro-fissure dans la culasse qu'il connaissait déjà. Malgré le fait que le problème avait été révélé encore quelques jours avant l'incident, Travis a de nouveau décidé de ne pas s'occuper de la réparation. À la place, il a hâtivement assemblé l'arme, ne retirant même pas la culasse, comme il le faisait habituellement après la chasse. La raison était simple. Travis se dépêchait de s'occuper des animaux et aussi s'inquiétait que s'il devenait connu que l'arme était cassée, il risquait une sanction administrative. En Australie, le stockage d'armes à feu endommagées est puni d'amende et de confiscation temporaire, ce qui signifiait pour lui non seulement des pertes financières, mais aussi une perturbation de son mode de vie habituel. Dans la précipitation, Travis a jeté les cartouches dans le porte-gobelet de son pick-up et s'est dirigé vers les moutons, oubliant complètement que son fils de 6 ans Cooper restait seul dans la cour et pouvait facilement entrer dans la maison où se trouvait la carabine assemblée. C'est précisément cela qui est devenu l'erreur fatale de Travis. Cooper, resté sans surveillance, était captivé par les vidéos vues le matin sur la tablette où était démontrée la chasse aux animaux. Ne comprenant pas les conséquences, Cooper s'est approché du canapé où se trouvait la carabine, l'a soulevée et, n'éprouvant aucune difficulté dans le maniement de l'arme, a produit l'unique coup de feu tragique qui a ôté la vie à Ellie. Au tribunal, la démonstration des preuves a atteint son apogée quand au juré a été présentée la reconstitution 3D des événements de ce matin-là. Ils ont vu la hauteur réelle du canapé, 51 cm, la longueur de la carabine, 97 cm, ainsi que la taille de Cooper, 116 cm. De la reconstitution visuelle, il est devenu évident que le garçon non seulement pouvait atteindre la carabine, mais l'avait fait complètement facilement et naturellement, répétant complètement les mouvements qu'il avait vus auparavant dans les vidéos de jeu. Après cette présentation visuelle, les jurés n'ont plus eu de doute sur la réalité de ce qui s'était passé et sur la pleine réalisation de la responsabilité de Travis pour la négligence ayant entraîné des conséquences irréversibles. Le tribunal a rendu à Travis Bly le verdict définitif. 3 ans avec sursis et une amende de 15 000 $ australiens. Un tel verdict a été choisi en tenant compte de l'absence d'intention malveillante délibérée, cependant soulignait la gravité des violations qu'il avait commises. La carabine a été confisquée et détruite par décision du tribunal. Dans la question de la tutelle de Cooper, aucune décision finale n'a encore été prise. Le tribunal a décidé que l'enfant devait rester sous la tutelle de sa grand-mère encore au minimum 1 an. Seulement après cela, le département de la famille et des services sociaux procédera à une réévaluation de la situation pour décider s'il peut retourner chez ses parents. Concernant les versions alternatives, le tribunal et l'enquête ont confirmé leur exclusion complète. Toutes les fausses pistes et versions des événements apparus auparavant ont été officiellement fermées et réfutées. Ainsi, l'enquête et le tribunal ont définitivement et officiellement confirmé que l'unique raison de la tragédie était la négligence grossière et l'insouciance de Travis Bly dans le maniement de l'arme dangereuse. Malgré la clarté et la finalité du processus judiciaire,
plusieurs questions sont tout de même restées sans réponse claire. L'avenir de Cooper et son destin ultérieur sont officiellement restés dans la compétence des services sociaux. Il n'y avait pour l'instant aucune certitude non plus sur le fait que Travis pourrait à l'avenir posséder de nouveau des armes à feu. Peut-être ce cas servira-t-il de motif pour durcir ou préciser la législation sur le stockage des armes en Australie. Le juge a particulièrement souligné que cette histoire devait servir de leçon importante et douloureuse pour toute la communauté des chasseurs et propriétaires d'armes à feu. Il a exprimé l'espoir que la publicité de cette tragédie forcerait les gens à être plus attentifs aux questions de sécurité, surtout s'il y a de petits membres de famille dans la maison. La famille Bligh a finalement été laissée au centre de l'attention soutenue de la société, se transformant en exemple visible de la manière dont de petites erreurs domestiques et le désir d'économiser du temps et de l'argent peuvent mener à une énorme tragédie. En fermant l'audience judiciaire, le juge a particulièrement noté que bien que le processus judiciaire soit terminé, la mémoire de la tragédie restera avec la famille et la société pour de longues années. Peut-être est-ce précisément cela qui forcera beaucoup à réfléchir et à changer leur attitude envers les questions de sécurité. L'affaire de la tragédie à la ferme Bligh est définitivement entrée dans l'histoire non seulement comme un incident triste, mais aussi comme un avertissement sérieux sur les conséquences de l'attitude négligente envers les armes.